J'ai investi un peu plus de 2 000 € au total sur cette nouvelle action dans mon portefeuille à dividendes dans le secteur de la défense. C'est un mastodonte dans son secteur et dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon choix, pourquoi j'ai ajouté cette valeur à mon portefeuille. On va donc l'analyser en détail pour comprendre. Et puis, comme d'habitude, si mon contenu vous plaît, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir mon travail. Donc l'entreprise en question, c'est Northrop Grumman. Et si je vous montre cette image, vous comprendrez sûrement mieux de quelle entreprise il s'agit. On parle ici de la 21e action de mon portefeuille. Elle me permet de m'exposer au secteur de la défense, donc un secteur dans lequel je n'étais pas investi et qui pourtant est, à mon sens, un secteur nécessaire dans l'industrie, quoi qu'on en dise. Donc elle viendra s'ajouter à Vinci, qui est l'autre valeur du secteur de l'industrie que je possède dans mon portefeuille. Alors évidemment, Northrop Grumman, c'est une entreprise à dividendes, avec certes un petit dividende, aux alentours des 1,5% de rendement, mais elle affiche une belle croissance de son dividende. Et en plus de ça, j'ai pu l'obtenir à un prix que je trouvais vraiment sous-évalué, donc c'était à mon sens une très belle opportunité d'achat. C'est parti, on commence donc avec l'analyse de l'entreprise et je vous expliquerai à la suite de ça pourquoi j'ai choisi cette valeur dans mon portefeuille et pourquoi je suis confiant à long terme avec cette entreprise. Donc concernant les informations de l'action, vous la trouverez cette entreprise sous le ticker NOC au prix de 576 $ à peu près actuellement. L'entreprise est cotée aux États-Unis sur la New York Stock Exchange avec une capitalisation boursière d'un peu plus de 80 milliards de dollars actuellement. L'entreprise donc se situe dans le secteur de l'industrie, plus précisément de l'armement aéronautique. Ses prochains résultats seront annoncés le 23 octobre 2025, sachant que les derniers résultats qui ont été annoncés c'était mi-juillet et ils ont été très très bons. L'action a fait quasiment plus 9% sur la journée suite à l'annonce des résultats et des prévisions. Et donc ses concurrents principaux, c'est évidemment Lockheed Martin, RTX Corp aux États-Unis également et General Dynamics. Concernant l'évolution du cours de l'action, donc sur un an, on est à plus 16,7% pour l'action, plus 77% sur 5 ans et plus 2122% depuis 1990. Donc on est clairement sur une belle tendance haussière à long terme pour l'entreprise. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette entreprise précisément? Bien, Northrop Grumman, c'est une entreprise américaine donc de défense et d'aérospatiale qui a été fondée en 1939. Donc c'est l'un des principaux fournisseurs de technologies militaires au monde et notamment aux États-Unis. Elle conçoit et fabrique des systèmes avancés pour l'armée américaine, donc comme des drones, des systèmes de défense spatiale, tout ce qui est antimissile, etc., des avions furtifs, comme notamment le B-2 Spirit, que certains ont sûrement déjà entendu parler. Également tout ce qui est électronique militaire, satellite, radar, logiciel de cybersécurité, etc., etc. Donc pour vous imaginer un petit peu le coût d'un avion ici, B-2 Spirit, c'est 700 millions de dollars à la production. Donc ces avions qui coûtent très très cher puisqu'il y a des technologies qui sont extrêmement poussées sur ce type d'engin. Donc voilà, comme je vous le disais, l'entreprise elle est exposée à tous les secteurs quasiment de la défense, que ce soit défense, tout ce qui est aérien, cyberdéfense, sur terre, dans la mer, dans l'espace également. Donc voilà, tout ce qui touche vraiment à l'armement et à cette technologie-là de manière générale, l'entreprise, elle le fabrique. Donc pour comprendre comment elle fonctionne, cette entreprise, donc c'est d'ailleurs le cas pour la plupart des entreprises du secteur de la défense, ça fonctionne avec des systèmes de programmes militaires. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me faire un petit résumé pour vous expliquer ça de la manière la plus simple possible. En fait, un programme militaire, c'est pas juste on vend un avion comme on vend, je sais pas moi, un tube de dentifrice au supermarché. C'est vraiment des contrats en fait qui peuvent durer 20, 30, voire 40 ans. Et dans ces contrats, on va inclure tout ce qui va être la recherche et le développement, la production initiale des engins et des armes, tout ce qui va être la production à grande échelle ensuite, et tout ce qui va être la maintenance et la modernisation. Donc tout ça, ça se fait sur des contrats de 20, 30, voire 40 ans. Donc comment les entreprises elles sont payées? Donc les entreprises de la défense, en fait elles vendent pas, comme on disait, un produit fini, comme une voiture ou un tube de dentifrice. Elles signent vraiment une multitude de contrats avec l'État, souvent avec des conditions spécifiques, donc ici d'autant plus avec l'État américain. Donc en fait il y a deux grands types de contrats, les contrats cost plus, c'est-à-dire que l'État rembourse tous les coûts réels plus une marge garantie, donc par exemple 10-15% pour la recherche et le développement, par exemple les tests, etc., tout ce qui va toucher à la construction. Et ensuite, il y a les contrats fixed price, c'est-à-dire que l'entreprise, elle s'engage sur un prix fixe, donc si elle dépense moins, eh bien elle va faire des bénéfices, si elle dépasse, eh bien évidemment elle va perdre de l'argent. Donc ça peut être par exemple pour la production en série. Donc voilà, où est-ce qu'il se fait le vrai argent avec ces entreprises du secteur de la défense? Donc ici on nous parle par exemple de Lockheed Martin ou Northrop Grumman. Eh bien ces entreprises elles gagnent un petit peu d'argent en fait sur chaque avion qu'elles vont vendre, c'est-à-dire la production en série, et aussi grâce à des marges industrielles normales, donc comme on le disait, entre 5, 10,
15%. Mais par contre, elles gagnent beaucoup plus sur tout ce qui va être les contrats de maintenance à long terme, sur les pièces détachées qu'elles vont vendre, sur les mises à jour technologiques, puisque tout ça a un coût, hein, ça se paye, sur les formations, logiciels, simulateurs, etc. C'est comme en fait si vous vendiez une imprimante à bas prix, mais par contre que vous faisiez des marges sur l'encre que vous allez vendre avec un contrat pendant 10 ans. Donc là, je vous donne un exemple avec le F-35 de Lockheed Martin. Lockheed Martin développe l'avion, donc l'État il va payer tous les frais plus une petite marge. L'entreprise, elle fabrique par exemple 1000 avions, elle va gagner un petit bénéfice sur chaque unité, donc ici on parle de 5 à 10 millions de dollars par exemple, et ensuite l'armée, à qui elle va acheter cet avion, eh bien elle va utiliser l'avion pendant 30 ans par exemple, donc dans ce cas-là, les entreprises de la défense, Lockheed Martin, Northrop Grumman, etc., eh bien elles vont vendre les pièces de rechange, les mises à jour, les services, etc., tout ce qui va être l'entretien, tout ça, et en fait c'est vraiment là que se font les plus gros bénéfices. Concernant maintenant la stratégie de l'entreprise, bon, eh bien de manière générale, voilà, c'est toujours la même ligne directrice, maintenir son leadership, son savoir-faire au sein de l'entreprise, toujours chercher évidemment à être profitable et à faire grossir le business, aller chercher évidemment la performance et avoir une allocation de son capital qui soit disciplinée et qui permette de créer de la valeur, que ce soit aux clients comme aux actionnaires. On va maintenant passer à la partie chiffres, on va regarder un petit peu tout ça. Donc on peut voir premièrement au niveau du chiffre d'affaires que c'est un petit peu, je vais pas dire en dents de scie, hein, il y a eu une année 2021 ici où ça a baissé, mais dans l'ensemble c'est quand même plutôt croissant année après année. Au niveau du bénéfice net, ça a un petit peu baissé ici 2022 et 2023, et puis ensuite ça a bien réaugmenté derrière, mais on est quand même sur une tendance plutôt haussière, on va dire, sur les 5 dernières années. Concernant le free cash flow par action, ça baisse un petit peu, on était à 2,8 milliards ici en 2020, on est à 1,3 à l'heure actuelle, donc pareil, hein, c'est un petit peu en dents de scie, ça monte, ça baisse. Et au niveau du bénéfice net par action, évidemment, ça suit le bénéfice net, sauf que ça oscille un petit peu moins vu que l'entreprise fait régulièrement des rachats d'actions, ce qu'on va voir un petit peu plus loin dans l'analyse. Donc on va voir maintenant au niveau du chiffre d'affaires, comment il se répartit, donc que ce soit par business ou par pays, par zone géographique. Donc dans un premier temps, on peut voir qu'au niveau des business, l'entreprise est plutôt bien diversifiée et ces différents business sont plutôt bien équilibrés au sein de son chiffre d'affaires, donc tout ce qui est aéronautique 29%, espace 28%, système de mission donc 28%, et système de défense 14,3%, donc c'est bien équilibré, bien réparti. Et par contre au niveau de la répartition par pays, on est sur une grande majorité de son chiffre d'affaires qui est fait aux États-Unis, près de 90% aux États-Unis, 6,8% en Europe, un peu plus de 3% en Asie et Pacifique, et tout ce qui est reste du monde, 2,5%. Concernant l'actionnariat de l'entreprise, donc 85% des actions sont détenues par les institutions, ce qui ne m'étonne pas, pour une grosse boîte américaine, c'est souvent comme ça, 0,22% pour tout ce qui est entité stratégique, et 14, à peu près 15% on va dire pour les autres investisseurs particuliers principalement. Concernant les rachats d'actions, on peut voir que l'entreprise fait très régulièrement des rachats d'actions, hein. Chaque année, elle fait des rachats d'actions, en tout cas depuis 2015, avec un prix moyen de 284 $ par action, sachant que l'action actuellement, elle est pas loin des 600 $. On a un très très beau prix moyen pour les rachats d'actions, 27% de réduction des actions entre 2015 et 2024 et 2,5 milliards de dollars de rachats d'actions en 2024, donc c'est vraiment de très beaux chiffres. Au niveau des marges de l'entreprise, donc j'ai comparé avec Lockheed Martin, donc tout ce qui est marge brute, on est aux alentours des à peu près 20% en moyenne pour Northrop Grumman, quand on est aux alentours des 8, 10, 12% pour Lockheed Martin. Au niveau des marges opérationnelles, on est aux alentours des à peu près 10, 15% en moyenne pour Northrop Grumman et aux alentours de 10-12% pour Lockheed Martin. Et au niveau des marges nettes, pareil, ça se tient, on est aux alentours des 10-11% pour les deux entreprises. Concernant les ratios de rentabilité, donc soit le ROE, ROA ou ROIC, on va commencer donc par le ROE, on est aux alentours... voilà, ça varie un petit peu chaque année, 32% en 2020, 59% en 2021, ça tombe à 13% en 2023. Donc voilà, c'est assez variable, on va dire qu'on est sur une moyenne d'à peu près 25-30% de ROE, donc ce qui est très correct. Au niveau de la rentabilité des actifs, on est aux alentours des 7-8% à peu près en moyenne. Et au niveau du ROIC, pareil, on est aux alentours des 10-11% en moyenne. Chez Lockheed Martin, c'est un petit peu mieux concernant le ROE, donc on est aux alentours des 60-70%. On peut voir qu'on était à 150% de rentabilité des capitaux propres en 2020, ça a baissé un petit peu ensuite, mais on a un ROE qui est vraiment bien. Au niveau de la rentabilité des actifs, pareil, c'est aux alentours des 10% à peu près comme Northrop Grumman, et au niveau de la rentabilité sur capital, on est aux alentours des 15
20-25% à peu près en moyenne, donc c'est un petit peu mieux ici que Northrop Grumman. Au niveau de la dette de l'entreprise, on a un ratio debt to equity qui est actuellement aux alentours des 1,17, donc c'est un petit peu au-dessus des 1, le ratio qu'on aime voir de manière générale pour la dette, ce qui veut dire que l'entreprise ici a un petit peu plus de dette que ce qu'elle possède de capitaux propres. Au niveau du ratio debt to EBITDA, on est à 2,62, debt to free cash flow, on est à 13,8. Au niveau de la dette, tout ce qui touche aux actifs à court terme, on est sur un quick ratio de 0,83 et un current ratio de 1,04. Et on peut voir que l'entreprise a une dette totale de 18 milliards de dollars actuellement contre 49 milliards de dollars d'actifs. Et on peut voir au fil du temps que les actifs de l'entreprise ont quand même tendance à augmenter. La dette aussi un petit peu, mais ça reste quand même très très raisonnable par rapport aux actifs. Au niveau du dividende, donc on est actuellement sur un rendement de 1,6%, donc un dividende de 9,24 dollars par action, un payout ratio de 31,2%, donc ce qui est très très correct. L'entreprise a encore largement de quoi verser et augmenter son dividende. Le rendement moyen du secteur actuellement il est à 2,36%, donc 1,6 pour Northrop Grumman, on est un petit peu en dessous du rendement moyen du secteur. Le dividende n'est pas couvert par le free cash flow, de très très peu, puisqu'on est à 9,24 dollars de dividende et je crois qu'on était à peu près 9 dollars de free cash flow par action. Par contre, le BNA couvre bien le dividende actuellement, l'entreprise met à peu près, enfin l'action met à peu près 11,6 jours à retrouver son prix d'avant détachement du dividende et l'entreprise offre un retour total aux actionnaires qui comprend donc dividende plus rachat d'actions de à peu près 4,67% actuellement. Concernant les augmentations de dividendes, on peut voir qu'on a une très très belle moyenne sur les 10 dernières années, à peu près 11% d'augmentation annuelle moyenne du dividende. On a eu une augmentation de 12% en mai 2025 et on a 22 années consécutives d'augmentation du dividende à l'heure actuelle. Concernant les différents ratios de valorisation, donc on a ici les données qui proviennent de Guru Focus et ici des données qui proviennent de Seeking Alpha. Donc on peut voir que ça diffère un tout petit peu. On va se baser ici sur Seeking Alpha, on a un PER de 23,19 actuellement, tandis que le PER moyen du secteur est de 20,6, donc c'est un PER qui est plus élevé que la moyenne des entreprises du secteur, d'à peu près 12% ici. Et on était sur un PER moyen sur les 5 dernières années de 17,64, donc ce qui est 31% supérieur à ce qu'on a pu voir en moyenne sur les 5 dernières années. Au niveau des estimations d'analystes, on peut voir que de manière générale, les analystes sont plutôt d'accord sur un objectif de prix cible aux alentours des 590-600 dollars. Ça me semble également être un prix correct pour l'action actuellement au vu de sa valorisation, au vu de la croissance de son chiffre d'affaires, de ses bénéfices, etc. Donc on est ici à 586 pour MarketBeat, je viens de voir que je l'ai mis 2 fois ici l'image, 620 pour Morningstar, 522 pour Guru Focus, 587 pour Stock Analysis, 608 ici pour, je sais plus quel site c'est, je crois que c'est un site américain, j'ai plus le site en tête, et 603 dollars de prix cible pour les analystes d'Interactive Broker. Donc pourquoi j'investis dans cette entreprise? Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il faut savoir que son principal client, c'est, comme vous l'avez vu, c'est le gouvernement des États-Unis. 87% de ses revenus proviennent des États-Unis, ce qui offre quand même une grande stabilité financière grâce aux contrats pluriannuels, comme on l'a vu au niveau du fonctionnement de ce genre d'entreprise, puisque évidemment, c'est la plus grosse armée au monde. Donc je vous mets un petit schéma ici concernant le budget de la défense aux États-Unis. On peut voir qu'on était à 586 milliards de dollars en 2015. On est pas loin des 900 milliards de dollars pour 2025. Si on compare par exemple à d'autres pays comme notamment la Chine, qui est connue pour sa puissance militaire également, on est qu'à 224 milliards de dollars de budget pour la défense, 109 milliards pour la Russie et seulement 56 milliards pour la France. Donc quand on compare aux États-Unis, on est 4 fois plus gros simplement que le deuxième pays en termes de budget de la défense. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même une certaine prédictabilité des revenus et des contrats qui est intéressante avec cette entreprise. Je ne suis pas inquiet pour les 10, 15, 20 prochaines années. Je pense que le budget de la défense devrait continuer à augmenter, notamment aux États-Unis. Donc voilà, c'est pour ça que je ne suis pas forcément inquiet pour l'avenir de cette entreprise. Il y a également une position stratégique dans la défense de demain, puisque Northrop Grumman, c'est vraiment un des leaders dans les technologies du futur militaire. On l'a vu, cybersécurité, défense dans l'espace, les drones, tout ce qui va être intelligence artificielle au service de l'armée, tout ce qui va être guerre électronique, etc. Elle a vraiment un avantage compétitif là-dessus. Les fondamentaux me semblent quand même plutôt solides. On a un chiffre d'affaires qui est en croissance, qui est bien diversifié. On a une trésorerie qui est quand même
plutôt bien maîtrisé malgré des baisses de bénéfices qui sont liées notamment aux frais d'exploitation. On a une politique de gestion de l'entreprise qui est intéressante et qui me plaît beaucoup puisqu'on a un retour aux actionnaires qui est inclus dans la politique de l'entreprise. Voilà, l'entreprise souhaite vraiment racheter des actions régulièrement, maintenir et augmenter son dividende chaque année. On a également tout ce qui va être une optimisation des coûts, puisque là on est sur une entreprise qui vend des produits qui sont très chers, donc forcément si on arrive à maintenir des coûts assez bas, eh bien c'est plus de bénéfices pour l'entreprise. Et également, elle a vraiment cette politique de maintien de son leadership, comme elle disait au départ. Voilà, l'entreprise souhaite vraiment se renouveler régulièrement, maintenir cette force, son leadership qu'elle détient avec des produits voilà, qui est unique en son genre, le B2 Spirit, etc. C'est la seule entreprise à le fabriquer. Donc voilà, l'entreprise, elle cherche vraiment à se différencier vis-à-vis de tout ça. Et également, pourquoi j'ai investi dans cette entreprise, puisque la valorisation me semblait vraiment attractive lors de mes achats, puisque voilà, comme je vous disais, j'avais un PRU aux alentours des $480, donc $483 exactement, pour mon PRU. Donc c'est pour ça aussi que j'ai investi dans cette entreprise, puisqu'il y avait un potentiel à moyen long terme qui me semblait intéressant. Et voilà, ça serait pas déconnant, je pense, de voir l'entreprise monter à $700-800 dans les 10-15 prochaines années, avec toujours un dividende qui devrait être logiquement augmenté, des rachats d'actions réguliers également. Donc voilà, je suis très optimiste pour cette entreprise à long terme. Alors il y a un côté important aussi avec ce genre d'investissement dans ces entreprises, il y a évidemment le côté éthique, vous allez me dire, puisqu'on va me dire oui, mais tu investis dans l'entreprise de la guerre, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur de la défense, c'est un secteur qui est un peu particulier, mais ces entreprises, elles sont, à mon sens, quelque part, elles sont nécessaires pour tout ce qui est aspect dissuasif, qui permet, je pense, d'éviter des conflits supplémentaires. Je vais prendre l'exemple notamment avec l'Iran récemment. Alors même si je suis évidemment contre tout conflit dans le monde et que je suis loin d'être un expert en géopolitique, j'imagine que l'intervention des USA, elle a quand même permis d'éviter une continuité de la guerre, puisqu'on l'a vu, le conflit s'est arrêté visiblement juste après l'intervention des États-Unis. Donc encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas rentrer dans l'aspect géopolitique, etc., puisque ça reste quelque chose dont on ne maîtrise jamais à 100% en fait les tenants et les aboutissants. Si on savait tout ce qui se passe au sein de ces pays, etc., ça serait bien. Malheureusement, on ne sait pas tout. Il y a des intérêts qui sont propres à chaque pays. Et voilà, encore une fois, chacun aura son propre avis sur tel ou tel pays, telle ou telle union, ce qu'ils font de leur armée, etc., etc., leurs interventions militaires. Tout ça, il y a toujours un avis qui est propre à chacun. Donc voilà, pour revenir à ce que je disais, cet aspect dissuasif, il peut évidemment avoir ses limites, évidemment, mais il reste quand même puissant, à mon sens, pour éviter quand même certaines escalades de violence. Donc voilà les poulets, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette entreprise. Est-ce que vous êtes investisseur dans le secteur de la défense, alors peut-être en France avec des entreprises comme Thales ou Safran, ou peut-être bien aux États-Unis avec Lockheed Martin ou Northrop Grumman. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Encore une fois, pensez à vous abonner pour soutenir mon travail. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit j'aime juste en dessous, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les poulets. Salut!